Une fois n'est pas coutume, je vais aborder un sujet sous l'angle du débutant. Peut-être que vous avez déjà remarqué, mais ma chaîne est plutôt orientée sur des initiés. Et c'est un choix délibéré et totalement conscient de ma part, dans la mesure où j'estime qu'il y a déjà énormément de contenu dédié aux néophytes. J'espère quand même pouvoir parler à des personnes aussi expérimentées, dans la mesure où moi-même, j'aime apprendre encore, j'aime échanger mes points de vue, mes visions, découvrir de nouveaux symbolismes et d'autres approches. Je voulais commencer sur les on-dit et les superstitions parce que clairement Internet comme les livres en sont pleins. Et je crois qu'au final c'est assez problématique pour la plupart des débutants dans la mesure où selon ce qu'il y a à faire, ça semble tellement illogique et compliqué qu'on se met des bâtons dans les roues tout de suite alors qu'on n'a même pas commencé à lire un tant soit peu les cartes. Par là, j'entends que il y a beaucoup de personnes qui diffusent certaines idées sur le tarot, comme sur l'acquisition du premier tarot, où on dit qu'il doit être absolument offert. Je me suis offert, moi, à 10 ans, mon premier jeu de tarot de Marseille. Et j'ai jamais eu de déboire ou de problème ou de malédiction qui s'est abattue sur moi, qui m'a empêché de lire les cartes à cause de ça. Donc, si vous voulez vous acheter vous-même votre premier jeu de cartes, vous êtes les bienvenus. En ce qui concerne l'utilisation du tarot à proprement dit, il y a deux écoles, quoique je sais pas. C'est un peu comme le pendule, on dit qu'on ne doit pas prêter un jeu de cartes. On ne doit pas prêter son jeu de cartes, on ne doit pas prêter son pendule. Je peux comprendre ça parce que tout objet personnel est imbibé de notre énergie et quand il s'agit de lecture, on peut se dire de manière très rationnelle que si on prête son jeu ou son pendule, il répondra d'une façon différente, voire totalement fausse, comparé à ce qu'on a l'habitude. Cela étant, il m'est arrivé plusieurs fois, d'acheter des tarots d'occasion ou des oracles d'occasion, de prêter mes jeux à des occasions ici et là. Puisqu'on nettoie énergétiquement nos cartes, comme notre pendule, au final, je ne vois pas quel est l'interdit absolu de prêter ou de laisser toucher son jeu. Surtout que le jeu ou le pendule, c'est nous qui l'utilisons le plus souvent. Donc je crois pas qu'une main étrangère qui se soit posée sur notre jeu de cartes ou sur notre pendule puisse totalement parasiter d'un seul coup l'énergie qu'on a créée, le lien qu'on a créé avec notre outil divinatoire. Pour continuer avec la purification, j'ai lu énormément de choses qui m'ont paru compliquées, difficilement exploitables. J'ai par exemple pu lire d'enterrer son jeu de cartes dans la terre. Clairement, moi, j'avais pas envie de le faire. J'aurais trop peur d'abîmer mes cartes. J'aurais trop peur d'oublier mes cartes. J'ai pas un jardin, donc j'ai que des pots de plantes. Et si j'oublie mes cartes et que j'arrose malencontreusement ma plante, mes cartes sont foutues. Donc c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire du tout. Je pense qu'il y a des techniques beaucoup plus simples, beaucoup plus actionnables, si je puis dire, qui n'incluent pas d'abîmer ses cartes dès le départ, comme l'encens, comme les pierres, le quartz, la sélénite, qui sont assez connues pour être bien purifiantes. Poser son jeu de cartes sur une fleur de vie ou sur le cube de Métatron. Voilà, je pense que on a fait le tour. Il y a pas mal de choses déjà qui permettent de nettoyer son jeu sans en faire des caisses et le mettre quelque part en danger, même si ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. En ce qui concerne le lien qu'on crée avec le jeu, il y a aussi énormément de choses. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, quand j'ai pu lire ça, j'ai vraiment sauté au plafond parce que je me dis, mais qui peut faire ça ? Après, il y en a sans doute plein
Et j'ai envie de dire, si c'est pas contraignant pour vous, peut-être, ou pour les autres, peu importe. Moi, j'ai pas envie de me trimballer avec mon jeu de cartes toute la journée pendant 1 semaine ou 9 jours complets, sous prétexte que je dois créer un lien avec mon jeu. Je n'ai pas envie de dormir dessus avec mon oreiller. Je n'ai pas envie de passer mon épisode X ou Y série de Netflix à battre mon jeu de cartes. J'ai pas envie de faire tout ça quand j'achète un nouveau jeu ou un jeu d'occasion, peu importe. J'ai envie de pouvoir l'utiliser le plus vite possible, puisqu'il me plaît. J'ai pas envie d'attendre une période de carence de 7 à 9 jours, de me dire que sans ça, le lien ne sera pas créé. Sans ça, je ne pourrais pas utiliser mon jeu de cartes. Voilà. Donc, mon conseil, si vous voulez créer un lien avec votre jeu de cartes, utilisez-le. C'est tout. J'ai un exemple tout récent. Pendant les fêtes de Noël, on m'a offert un jeu de cartes, un jeu d'oracle. Je n'avais pas de quoi le purifier. Je n'avais pas de petit tapis où poser mes cartes. Rien de tout ça. J'ai proposé, lors de cette soirée, de faire une lecture à toutes les personnes qui étaient présentes. Du coup, j'ai fait ça vraiment de manière chill. Je n'ai pas purifié le jeu. Je l'ai posé à même la table, là où il y avait eu nos marrons, nos haricots et nos desserts. Il n'y a pas eu de souci. J'ai lu, mes lectures étaient pertinentes. Ça s'arrête là. À mon avis, c'est comme pour beaucoup de choses, toutes ces superstitions sont liées à l'énergie qu'on met dedans. Si vous croyez vraiment que votre jeu va être pollué par la main de quelqu'un d'autre, si vous croyez véritablement que vous devez purifier votre jeu dans la terre ou par des procédés un petit peu compliqués, si vous pensez qu'il faut absolument dormir avec votre jeu, sans quoi le lien ne sera pas fait, vous allez générer cette vérité. Parce que c'est la vôtre. Donc, effectivement, vous ne pourrez jamais utiliser vos cartes sans faire ceci, cela, le protocole que vous aurez établi en fonction de vos croyances, en fonction de vos superstitions. Et ce n'est absolument pas péjoratif ce que je dis, ce n'est pas moqueur, ce n'est pas jugeant. Je dis juste que je trouve dommage que beaucoup de débutants, et même moins débutants, se bloquent tout de suite, alors qu'ils n'ont même pas commencé à appréhender le jeu, appréhender la compréhension des cartes, appréhender véritablement la divination dans le dur, se posent déjà la question comment je fais ci, comment je fais ça, se prennent la tête pour ce qui me paraît vraiment secondaire, voire tertiaire. C'est juste mon avis. Et pour finir, dans les superstitions, j'ai pu aussi voir très régulièrement des conseils sur le stockage des jeux. Comme quoi, il faut absolument un sachet en soie violette pour protéger les cartes des énergies parasites, des énergies environnementales. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais déjà d'une, ça a un coût, la soie. De deux, on ne va pas forcément trouver dans le commerce, si on ne sait pas coudre, si on n'a pas la chance de savoir coudre, on ne va pas trouver dans le commerce facilement un sachet de soie violette aux bonnes proportions pour y mettre nos cartes. Donc, est-ce que il n'y a pas encore quelque chose de culpabilisant, d'entravant, si on se prend déjà la tête pour des choses, excusez-moi, mais qui me paraissent vraiment futiles? Et si elles ne sont pas futiles, pour moi, elles ne sont pas essentielles. Comment choisir son jeu? Beaucoup conseillent de commencer par le tarot de Marseille ou le tarot Rider-Waite-Smith. Effectivement, ça peut être un bon conseil dans la mesure où il y a énormément de livres qui traitent de ces tarots-là en particulier. Donc, si on va par là, pour la compréhension des cartes, ça peut être extrêmement utile, en effet. En revanche, il faut quand même se rendre compte que ce sont des illustrations qui datent et qui ne sont pas forcément au goût de tout le monde.
Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est simplement de choisir votre premier jeu de cartes en fonction de vos goûts, en fonction de votre intuition, en fonction de ce qui vous parle, d'une imagerie qui vous parle. L'idée, c'est de pouvoir comprendre les cartes. Concrètement, le premier jeu que j'ai acheté, c'était donc le tarot de Marseille. Je l'ai presque jamais utilisé parce que je ne le comprends pas, parce que je n'ai pas d'affinité avec lui, parce que je n'aime pas les couleurs, parce que je n'aime pas les dessins, et parce que c'est hyper abstrait. Le 6 de coupe, il y a que 6 coupes, basta, voilà. Ça me parle pas. Moi, j'ai besoin que l'illustration raconte une histoire. Et en quelque part, en ce qui me concerne, je me dis qu'un jeu tel que le tarot de Marseille ne laisse pas vraiment de place à l'intuition ni à l'imagination. On voit les cartes, 6 de coupe, ok, il y a 2-3 choses, 2-3 ornements, mais surtout lorsqu'on est débutant, qu'on ne connaît rien au tarot, laisser parler son intuition à travers le tarot de Marseille s'avère compliqué, à mon avis. Et au final, les lectures avec ce genre de cartes vont s'appuyer beaucoup sur la signification entendue de ces cartes. Pour moi, c'est un problème parce que je n'aime pas le par cœur, je n'aime pas les dogmes. Dans les grandes lignes, je n'accroche pas. Voilà, moi je suis plutôt team Rider-Waite-Smith parce que on est vraiment sur une histoire qui est racontée. Et ça me parle. Donc voyez, midi à votre porte, au final, si des illustrations extrêmement simples, extrêmement abstraites vous parlent, suscitent quelque chose chez vous, activent votre imaginaire, c'est le bon jeu pour vous. Si vous préférez un jeu qui est extrêmement détaillé, avec tout un tas de symboles, beaucoup de couleurs, peu importe ce que vous aimez, si ça vous parle, ça vous parle. Parce que dans la divination, il s'agit d'intuition. L'intuition, c'est relié au cœur, c'est relié à l'âme. C'est pas relié à la connaissance, c'est pas relié au savoir, c'est pas relié à l'ego, ni au mental. Donc si vous commencez à mentaliser quel jeu de cartes vous allez prendre parce qu'on a dit ceci, cela, parce que vous avez lu ceci, cela, vous partez, à mon avis, sur de mauvaises bases. Je voulais aussi parler des tailles des cartes, parce qu'il y a un petit peu de tout. Je vous conseille aussi de prendre des cartes que vous allez pouvoir battre facilement. J'ai eu la mauvaise surprise d'acheter des jeux de cartes ou qu'on m'offre des jeux de cartes qui sont gigantesques. J'ai des toutes petites mains et quand je me retrouve avec des cartes longues comme ça, parce que l'air de rien, c'est assez courant, je ne peux pas battre les cartes, ou en tout cas, si je peux le faire, je me fais mal aux doigts, et en plus de ça, à la longue, je plie les cartes dans ma main, au final, pour avoir une bonne prise. Donc, si vous pouvez trouver un jeu de cartes qui à la fois vous plaît et à la fois qui est adapté à la taille de vos mains, ce sera juste parfait. Enfin, je parlais de mode tout à l'heure, il me semble. L'idée aussi pour choisir votre jeu de cartes, avant de craquer sur le design, sur les illustrations, sur la mode, peu importe, demandez-vous aussi si vous allez l'utiliser véritablement, ce jeu. Je parle d'expérience parce que j'ai pas beaucoup de jeux de cartes. J'ai des copines qui ont des centaines et des centaines de jeux. Moi, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'essaye vraiment de réduire pour une question de budget et une question de place. Et aussi parce qu'à chaque fois que j'achète un jeu, un deck, je me pose véritablement la question, pour quel domaine je vais l'utiliser? Dans quel domaine il serait cool, ce jeu, pour répondre à mes questions? Est-ce qu'au final, encore une fois, avec la taille des cartes, est-ce que je vais l'utiliser souvent? Est-ce que là, mon choix n'est pas influencé parce que je l'ai vu un peu partout, c'est un effet de mode, etc., etc. Voilà, l'idée, c'est de pas aller dépenser tout votre argent dans plein de jeux parce qu'ils sont jolis, parce qu'ils vous plaisent, sans considérer l'aspect vraiment pratique et utile
du jeu dans votre pratique de la divination. Il y a des jeux que j'ai achetés, des jeux même que j'ai gagnés, des jeux qu'on m'a offerts, qui au final restent au placard, je les utilise presque jamais. Sur le coup, ils m'ont plu. Sur le coup, j'ai été influencée par telle ou telle youtubeuse, telle ou telle cartomancienne, peu importe. Et finalement, le jeu me parle pas. J'ai pas trouvé d'occasion particulière pour l'utiliser régulièrement. Du coup, c'est vraiment dommage parce que un jeu, ça coûte entre 20, 30, 40 euros. Les jeux qui sont créés par de petits créateurs, le prix monte vite. On arrive à des 70, des 80, des centaines d'euros. Donc, je crois qu'il faut vraiment considérer la fréquence à laquelle on va utiliser le jeu, la pertinence en fait de notre choix dans notre pratique. Nettoyer son jeu. Il y a beaucoup, encore une fois, de on-dit. Il y a beaucoup de pratiques différentes. Personnellement, je tape presque tout le temps dessus, tac, 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 sur le dos de mes decks. Quand je lis pour des personnes différentes, par exemple pour mes lives, que j'enchaîne les consultations, j'ai tendance à taper sur le dos de mes cartes pour que ce soit plus rapide, plus facile. Sinon, j'utilise de l'encens. J'utilise souvent de l'encens d'oliban ou de l'encens de benjoin. Je trouve que ça nettoie vraiment très très bien mes cartes. Quand c'est des cartes d'occasion que j'ai trouvées en brocante ou dans mon magasin du coin, j'ai tendance à aussi nettoyer avec du camphre. Question d'être presque sûre qu'il n'y ait pas d'énergie parasite ou d'esprit rattaché dessus. Enfin voilà, surtout si le jeu est super vieux. Voilà, comme vous le savez, j'ai eu des mésaventures en mois d'octobre, donc j'ai pas envie de réitérer. Cela étant, j'avais nettoyé le jeu et ça n'avait pas donné grand-chose, visiblement. Donc voilà, c'est un minimum. Après, quand ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé des jeux, ce qui arrive finalement assez souvent, on s'en rend compte, j'ai tendance à les poser sur une fleur de vie, à leur donner un petit bain d'encens, peut-être à les poser sur du sel aussi quand ça fait vraiment très très longtemps que j'y ai pas touché. Mais le sel, c'est vraiment le dernier recours parce que je les stocke chez moi, mes jeux. C'est mon énergie, c'est l'énergie de ma famille, c'est l'énergie de mon foyer. Je vois pas ce que j'aurais à nettoyer de temps au final. Concernant la fréquence, ça dépend. Comme je le disais, quand je fais mes lives ou quand j'enchaîne tout bonnement les consultations, je tape dessus. Si je vois que ça fait un petit moment que ça tourne, que le jeu tourne, je vais juste prendre une petite minute pour mettre un petit peu d'encens. Mais sinon, je les nettoie pas hyper régulièrement pour être parfaitement honnête. Comme je le disais tout à l'heure, l'énergie de mon chez-moi, j'ai confiance, donc je crois pas avoir besoin de véritablement purifier mes cartes. Je les purifie lorsque je les achète, que ce soit d'occasion ou neuve, question 2. Mais une fois que je les ai, honnêtement, c'est très rare que je les nettoie à fond, à fond. Donc voilà, ça c'est ma façon de faire. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que on le fait avant chaque utilisation, sinon une fois par semaine, une fois par mois. Moi, j'ai déjà à la louche comme ça une trentaine de decks. J'ai pas envie de me taper le nettoyage de cartes intensif tous les mois ou même toutes les semaines. Donc, j'essaye d'être pragmatique, de me dire que je le purifie si effectivement ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé et que là je veux l'utiliser, mais je le fais pas en systématique. Donc c'est à vous de voir, mais il n'y a pas vraiment de règle. C'est vous qui le sentirez. Je vais nettoyer mon jeu si je sens à un moment qu'il me donne des réponses un petit peu bizarres ou complètement à côté. Voilà, même si je balance pas des questions vérifiables, on sait tout de suite, et vous le verrez avec l'expérience, si le jeu, il nous répond vraiment n'importe quoi, s'il est vraiment à côté de la plaque, ou s'il est toujours bien connecté à nous. Je poursuis sur la manière dont les tirages peuvent se passer. On m'a souvent demandé
Si j'avais tout un rituel avant de lire les cartes, avant de pratiquer la divination, honnêtement, non, pas tout le temps. Il y a des fois où j'aime bien me poser et vraiment faire mon petit rituel, allumer une bougie, étaler un tapis, faire brûler de l'encens, etc., etc., donner un côté mystique à mes lectures. J'ai tendance à le faire quand je vais avoir une consultation. J'ai tendance à le faire quand je vais faire un tirage personnel assez profond, avec des questionnements importants pour moi, question de véritablement me mettre en situation, dans le bon état d'esprit pour lire. En revanche, il m'arrive aussi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour Noël, où je prends un jeu de cartes, il est même pas purifié, j'ai juste un coin de table et je lis de manière hyper chill, hyper cool, sans me prendre la tête. Quand j'ai besoin d'une réponse rapide à une question, je sors mon deck, tac tac tac, je tape au dos. Voilà, encore une fois, pour le nettoyer vite fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, et je me tire une carte. Basta, voilà. Et il m'arrive aussi souvent de laisser traîner mon jeu, mes cartes comme ça, étalées sur ma table, ça me pose aucun problème. Donc ça, c'est vraiment vous qui voyez. Je crois que si vous devez ritualiser quelque chose, c'est effectivement lors d'un tirage qui vous est important. Question de vraiment vous mettre dans un bon état d'esprit, de vous dire ok, là je déconnecte du mental, je déconnecte du quotidien, je m'offre un espace cocon, un moment doudou pour moi, pour répondre à mes questions, pour méditer sur les réponses, pour vous offrir vraiment un espace rien qu'à vous, où quelque part vous allez vous bichonner, introspecter et vous poser des questions plus existentielles, plus importantes pour vous. Je dirais que l'essentiel à retenir, que vous soyez de la team chill ou mystique ou les deux, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Si vous êtes capable en une fraction de seconde de vous mettre dans le bon état d'esprit, de vous tirer les cartes à la bonne heure, pourquoi s'embêter à allumer une bougie, un encens, etc., etc. Si vous pouvez vous connecter directement à votre intuition, être déjà là, bien présent, bien en place. Et l'état d'esprit pour la divination, c'est vraiment être détaché du résultat, être détaché de la réponse pour pouvoir être la plus objective ou le plus objectif possible et de pouvoir lire de la manière la plus fiable possible, que ce soit pour vous comme pour les autres. Il me semble que tout à l'heure je parlais aussi de la personnalité des jeux. Si c'est pas le cas, excusez-moi. Dans tous les cas, c'est un sujet que je voudrais aborder parce que si vous êtes débutant, au fur et à mesure de votre pratique, vous vous apercevrez que chaque jeu a sa personnalité propre. Et quand je parle de personnalité, c'est pas forcément qu'il y a un esprit qui est rattaché, c'est pas ça, il y a pas une conscience, un mental. En revanche, l'esthétique, les illustrations vont vous parler d'une certaine manière qu'au bout d'un moment, vous vous apercevrez que tel ou tel jeu répond mieux à vos questions intimes. Tel jeu va mieux répondre à des questions professionnelles, et ainsi de suite. Il y a aussi la question de complicité avec le jeu, c'est-à-dire que il y a des jeux qui sont abrupts, durs, qui font pas dans le détail et qui vont vous répondre parfois de manière extrêmement tranchante. Il faut pas rejeter ce genre de jeu parce que parfois, dans des situations, on a besoin de se faire secouer les puces. Et j'ai 2 jeux comme ça que j'utilise en particulier dans des gros moments de loose où j'ai envie qu'on me dise les choses franchement, qu'on fasse pas dans le détail parce que j'ai besoin de réponses claires, j'ai pas envie qu'on me dorlote, j'ai vraiment besoin d'évoluer à ce moment-là. Donc, c'est des jeux qui peuvent rester intéressants, même si les réponses nous plaisent pas tout le temps. Il y a d'autres jeux qui, eux, par contre, vont être des jeux doudous et qui vont être super cool, avoir une manière humoristique ou très douce de nous apporter les choses. Et si on est dans un état d'esprit propice à ça, ça peut être intéressant aussi. Et encore une fois, j'ai pas mal de jeux comme ça où je me dis, bon, là, je suis déjà pas bien. J'ai envie de réconfort, j'ai envie de complicité, j'ai envie de douceur. Donc, je vais choisir plutôt tel ou tel jeu en fonction de mes besoins émotionnels, je dirais, ou de mes besoins psychologiques aussi. Et en tant que pro,
Ça m'arrive souvent d'avoir comme une intuition sur le jeu que je dois prendre pour tel ou tel consultant avant la consultation. Donc la personnalité des jeux compte véritablement en fait dans la pratique. De la même manière, donc comme je disais, c'est que c'est comme si j'allais percevoir le type de réponse, le type d'émotion dans lesquelles mon consultant ou ma consultante est, et je choisis donc le deck en fonction de cette intuition-là pour pouvoir répondre au mieux à ces interrogations. Comment poser sa question? C'est une question quand même hyper essentielle parce que j'ai quelques personnes autour de moi et je constate dans les commentaires sous des vidéos ou des posts de mes consoeurs et confrères que beaucoup de gens ne savent pas interpréter ou n'arrivent pas à interpréter, semble-t-il, correctement leur tirage. La plupart du temps, c'est la façon dont la question est posée. Et c'est vraiment la base. C'est-à-dire que si vous posez une question vague, vous aurez une réponse vague. Et vous resterez dans le vague. C'est-à-dire que si vous demandez « Est-ce que je vais passer une bonne journée aujourd'hui ?» et vous tirez, je sais pas, le 8 de bâton. Vous pourriez vous dire, interpréter, aller plus loin en fait que la signification oui, non. Vous pourriez interpréter qu'il va se passer tout un tas de choses aujourd'hui. Mais est-ce que ce sera une bonne journée ou une mauvaise? Vous serez encore plus ou moins dans le vague. Donc l'idée, c'est de vraiment déterminer avant votre tirage, avant même de tirer la carte, quelle est ma question et comment je peux développer cette question pour que chaque carte puisse m'apporter un élément de réponse clair, précis et fiable. Donc déjà, ça, c'est une bonne base pour commencer. Une bonne idée aussi, c'est de poser une question qui vous permettra d'avoir une réponse exploitable, avec des leviers à actionner, que les réponses soient pratiques et utiles en fin de compte pour vous. Vous allez poser une question de type « Vais-je rencontrer l'amour ?» La cartomancienne ou vous-même va pouvoir vous répondre tout un tas de choses. Oui, non, ah oui, vous avez la carte du soleil, donc c'est cool, mais vous restez encore dans le flou. Pourquoi pas poser la question « Quelle qualité dois-je développer actuellement pour trouver une nouvelle relation ? Qu'est-ce que je dois travailler? Quelle blessure dois-je guérir avant de trouver une relation afin que cette relation puisse être véritablement épanouissante? » Voilà, ça c'est des questions pertinentes, c'est des questions dont les réponses seront véritablement utiles pour vous. Et de plus, le fait que la question ait été posée aussi précisément, vous aurez également une réponse et donc une interprétation plus précise. En ce qui concerne les questions oui-non, parce qu'on n'a pas toujours, un pendule déjà, et on n'a pas toujours envie de développer notre question, parce que notre question est archi simple. Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être négatif? On peut utiliser les cartes positives ou négatives du tarot pour répondre à notre question. Peut-être que le mieux d'ailleurs, c'est d'utiliser que les arcanes majeures. Après, dans les arcanes mineures, il y a beaucoup aussi de cartes plus ou moins positives, plus ou moins négatives. Je crois que, encore une fois, demander oui/non, c'est pas vraiment actionnable, c'est pas vraiment exploitable. Vous pourriez peut-être demander plutôt quelles sont les énergies autour de ça. Et dans ce cas, lorsque vous allez tirer une carte de tarot, que ce soit une majeure ou une mineure, vous aurez une histoire qui est racontée à travers la carte qui vous permettra de savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Je voulais aborder aussi la question du livret, des livres de tarot, l'avis des autres aussi, la connaissance en fait des autres sur les cartes, comparée à notre propre intuition. Quand on débute, évidemment, on se réfère énormément aux bouquins. Et même quand on n'est pas débutant, j'en reparlerai plus tard, on peut se référer aux bouquins sans aucun problème. L'ennui, c'est que si on veut des lectures plus fluides, il faut essayer de sortir un petit peu des carcans. C'est-à-dire que le tarot est plein de symbolisme.
il va porter le symbolisme du créateur du tarot. Il va porter le symbolisme des personnes qui sont passées avant nous, des cartomanciens, des médiums, etc. qui sont passés avant nous. Donc on est sur un symbolisme connu, usuel. Pour des lectures fluides, c'est compliqué. Disons que si vous faites un tirage et que vous vous référez uniquement à la signification qui est admise de tous, vous allez probablement avoir beaucoup de difficultés à appliquer la signification, le symbolisme à votre propre situation. Donc, de la même manière que il m'est arrivé de me faire tirer les cartes, et moi j'avais ma vision de la carte qu'on me présentait par rapport à la réponse qui m'était donnée, la cartomancienne avait son idée, et quand je lui signifiais ce que cette carte représentait pour moi, elle était vraiment butée sur sa propre signification. Et sa lecture, la lecture qu'elle était en train de me donner, ne résonnait absolument pas pour moi. Clairement, elle était complètement à côté de la plaque. Et si moi, je m'étais fiée à ma propre interprétation, ça avait un petit peu plus de sens. Tout ça pour dire que c'est bien de se référer au livre, c'est bien de comparer la différence de compréhension des arcanes entre praticiens, mais c'est bien aussi, et même mieux, de se fier à sa propre intuition. C'est l'intuition qui va vous permettre de lier les cartes entre elles pour bien répondre à votre situation. C'est l'intuition qui va vous permettre de savoir sur quel détail vous devez vous focaliser sur la carte, ce qui ne correspondra pas forcément au symbolisme accepté, mais cela répondra vraiment à votre question. Ça parlera vraiment à vous, mais aussi à votre consultant. Donc, pour moi, à mon sens, le mieux, c'est de bien connaître vos cartes, bien connaître la signification admise, mais aussi de laisser aller votre intuition, de laisser aller ce sur quoi votre regard se porte. Vous savez pas pourquoi? C'est pas grave, ne vous posez pas de questions. Là, c'est votre intuition qui vous parle. Et c'est là où vous allez vraiment pouvoir lier les cartes entre elles, raconter une histoire et construire quelque chose de cohérent dans votre lecture. Et donc, arriver à des lectures plus fluides. On en arrive à la question du discernement. Le discernement est nécessaire vraiment dans la divination, que ce soit en tant que consultant qu'en tant que pratiquant. Si on manque de discernement, on peut très vite se perdre dans la divination, être confus, devenir accro, vivre sa vie en fonction d'eux, ce qui me paraît assez dangereux. Vraiment pour tout un tas de raisons que je vais développer maintenant. J'ai vraiment eu le regret, il y a plusieurs années, de constater qu'une personne avait pris une décision tragique à cause de la divination. Je pense pas que tout soit parti de là, mais je pense que ça a beaucoup contribué à sa décision. J'aimerais vous dire que la divination ne reste que de la divination. Donc, la personne peut se tromper. La personne, ou vous-même, qui lisez, peut être dans un état d'esprit qui ne lui permet pas non plus d'être capable de discernement, de prendre du recul et de bien interpréter les cartes. Ça peut être un jour off, en fait, de la fatigue, des tracas personnels. En revanche, je fais très attention à la manière dont j'aborde les choses, dont j'explique les choses, dont je réponds à mes consultants, parce que c'est que du peut-être. Les énergies actuelles sont comme ci ou comme ça. À ce moment-là de cette situation, il se trouve que, voilà, c'est comme ça. Mais il y a toujours la possibilité de changer les choses. À chaque décision, à chaque acte, il y a quelque chose qui peut changer. Donc, si on part de là, déjà d'une, c'est pas une science exacte. De deux, la divination est changeante en fonction de l'évolution de la situation, en fonction de votre évolution émotionnelle, psychique, égotique.
mentale, ce que vous voudrez. C'est une science qui n'est pas exacte, mais c'est aussi une science évolutive. C'est-à-dire que ce qui est vrai sur une lecture aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain, parce que dites-vous bien que à partir du moment où vous aurez fait votre lecture, vous aurez votre réponse, vous aurez a priori un levier à actionner. Et à partir du moment où vous aurez actionné le bon levier, les choses changeront. Il faut vraiment garder ça en tête. Donc prendre du recul déjà sur la nature inconstante, oui, inconstante de la divination. C'est donc important de ne pas prendre de décision à la hâte, de décisions surtout importantes, juste parce que les cartes nous ont dit ci ou ça. Ça peut créer un moment de panique, ça peut créer des conflits, ça peut complètement bouleverser un foyer, une relation, une situation, peu importe. Donc, à mon sens, la divination ne doit faire qu'accompagner ou appuyer des choses qui sont autrement vérifiables. Autrement dit, il faut vraiment se dire que la divination, c'est un biais de confirmation ou d'infirmation, un conseil, une possibilité. Ça s'arrête là. Quand je parle de discernement aussi, il s'agit d'état d'esprit. Ça, j'en ai déjà parlé, mais d'être calme et tranquille. Se tirer les cartes dans des moments de panique, dans des moments de peur, dans des moments de profond désespoir, dans des moments où on est extrêmement fatigué, conduit forcément à une mauvaise interprétation des cartes. Après, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que, à la base, vous êtes pas bien. Vous tirez les cartes, vous interprétez pas bien. Du coup, ça empire la situation. Du coup, vous prenez des décisions en fonction de ce pas bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça se passe pas toujours comme ça. Là, je vous parle du pire des cas. Mais globalement, se tirer les cartes dans une situation d'urgence, où est l'urgence à se faire tirer les cartes, j'ai envie de vous dire, de détresse, quelle qu'elle soit, c'est vraiment pas une bonne idée. La divination doit vraiment se faire dans un moment où vous êtes réceptif, calme, tranquille et prêt à recevoir en fait, prêt à recevoir la guidance. Et donc, si on n'est pas dans cet état d'esprit-là, et qu'on a vraiment besoin de réponses parce que on sait que d'ici 2 jours ou 1 semaine, cet état d'esprit, cet état émotionnel ne sera pas passé, pourquoi pas se faire tirer les cartes par quelqu'un d'autre? À mon avis, on reçoit de meilleurs conseils que par soi-même, surtout dans des situations aussi délicates que celle-là. Sinon, si on est capable de rester calme, peut-être que sur l'interprétation des cartes, on peut se référer justement à ces moments-là au livret, au livre, peu importe sur le tarot qu'on a. Et dans ce cas, on a un point de vue objectif sur lequel on peut s'appuyer. Mais encore une fois, on peut ne pas vouloir recevoir la réponse et quoi qu'il en soit, même si on se fait tirer les cartes par quelqu'un d'autre, il est fort possible que si la question ne nous plaise pas, on ne prenne pas. Donc c'est vraiment délicat la divination dans des moments de grand stress, de grande détresse. Donc je crois véritablement qu'il faut se laisser un peu de temps entre ce moment-là de mal-être et le moment où on se fait tirer les cartes. Parce que, de toute façon, vous faire tirer les cartes dans des moments de mal-être, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va pas apporter de solution, il faut que ce moment passe. Vous aurez probablement mieux à faire que de prendre votre jeu de tarot et d'essayer de trouver des réponses. Déjà, vous reposer, déjà, allez vous aérer, peu importe ce dont vous avez besoin, mais il n'y a pas d'urgence à se tirer les cartes dans des moments pareils. Donc, probablement que si on fonctionne comme ça, il y a moyen que quelques semaines plus tard, pour faire le point, on se tire nous-mêmes les cartes ou on s'offre un tirage par quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, là, on est dans un état réceptif où on peut comprendre ce que nos guides, peu importe ce en quoi vous croyez, ont envie de nous dire, pensent du sujet, les conseils qu'on peut nous donner, etc., etc. Ça résonnera mieux, ça atterrira dans un moment où vous serez capable de recevoir les réponses que vous avez besoin de recevoir, quelles qu'elles soient. En ce qui concerne les tirages négatifs,
on en revient encore au discernement. C'est-à-dire que, comme je le disais à l'instant, si la réponse nous plaît pas, voilà. Sauf que parfois, on a besoin d'entendre des choses qui nous plaisent pas. Voilà, à notre grande âme, effectivement. Mais c'est le souci quand on se tire les cartes nous-mêmes. Et c'est le souci global, en fait, de la divination. J'ai un exemple tout simple, une consultante il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant, qui n'entendait rien à ce que je lui disais. Je voyais des choses pas très chouettes, en fait, qui allaient se passer, des énergies autour d'elle qui étaient pas clémentes, et elle réfutait absolument tout ce que je lui disais. Et clairement, elle m'a fait perdre mes moyens parce que je me suis vue ramasser toutes mes cartes et vouloir lui retirer les cartes parce que je me suis dit, ouais, peut-être que je me trompe. Et en fin de compte, je retirais les mêmes cartes, ou en tout cas des cartes qui avaient le même message, mais qui passaient par des biais différents. Et il n'y avait rien à faire. La consultante était butée. Elle voulait pas entendre le message parce que c'était pas agréable. Les tirages négatifs, certes, c'est délicat. La question qu'on peut se poser, ou l'attitude, l'état d'esprit qu'on peut avoir dans ces moments-là, c'est est-ce que j'ai juste envie d'être dorlotée ou est-ce que j'ai envie d'évoluer? Est-ce que j'ai envie de progresser? Et si on a envie d'être dorloté, évidemment, prenez pas le jeu de cartes, ça sert à rien. Ne vous commandez pas non plus un tirage par un professionnel. Mais si au contraire vous voulez évoluer, progresser, il y a besoin parfois de se faire secouer les puces et donc d'entendre ce que les cartes ont à nous dire, même si le message n'est pas plaisant. Et dans ces moments-là, c'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire que vous avez un tirage négatif, pourquoi pas tirer d'autres cartes pour demander quels sont les leviers que vous pourriez actionner pour modifier la situation, pour surfer sur cette vague un peu négative qui traverse votre vie, surfer avec grâce sur cette vague, demander conseil en fait, faire un tirage utile finalement, parce que voilà, on prend la tendance, on prend les énergies, on a la tour, on a le 10 d'épée. Bon, certes, la prochaine question c'est, qu'est-ce qui a provoqué ça? Réponse de la carte. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Réponse de la carte. Et ainsi de suite. Des leviers à actionner. Donc comme ça, vous n'êtes pas victime des circonstances, vous n'êtes pas non plus victime de ce que les cartes sont en train de vous dire. Vous reprenez le contrôle, vous prenez votre pouvoir personnel à bras le corps. Et dans ma pratique, à travers mes consultations, c'est clairement ce que j'essaie de faire. Je dis jamais à mes consultants, ça va être comme ci, ça va être comme ça, point. Non, je vois des choses, et quelles qu'elles soient, je donne toujours un axe d'action pour mes consultants afin qu'ils puissent prendre le pouvoir sur la situation et gérer les choses par eux-mêmes. Mais au moins, je donne une piste à ces personnes pour qu'elles ne se sentent pas affligées de ma lecture, du résultat des cartes, des énergies qu'il y a autour d'elles. Donc, tirage négatif, ok, on assume, on se tire les cartes pour savoir comment on peut gérer la situation au mieux. Pour finir sur le sujet des tirages négatifs, si vous tirez pour quelqu'un d'autre, il sera fort possible que vous tombiez sur des tirages négatifs. L'idée, c'est pas de caresser la personne dans le sens du poil, de pas lui dire la vérité, d'essayer de la dorloter et de la conforter dans certaines choses qui ne lui rendront pas service. Par contre, il y a des manières de dire. Il s'agit pas de faire dans le catastrophisme, non plus de poser des certitudes, mais il faut vraiment rester clair sur ce que vous voyez et encore une fois, lui donner des leviers à actionner, des possibilités afin qu'elle puisse prendre le pouvoir sur la situation. Doit-on tenir un journal ou pas? Alors, moi, je suis très fan de tout ce qui est journaux. Après, j'en reviens un peu parce que j'ai beaucoup utilisé pour le moindre tirage, pour le moindre ci, moindre ça. J'ai acheté une tonne de carnets dont je me sers même plus maintenant. Donc, je dirais que le journal pour votre pratique du tarot peut être bien, mais pas pour absolument tous vos tirages. Disons que si vous tirez une carte juste pour avoir une réponse vite fait sur votre journée, je vois pas vraiment l'intérêt de le noter, de développer là-dessus. Vous le savez, point barre. Après, vous pouvez prendre en photo votre carte pour vous rappeler que c'était cette énergie-là qui était disponible et faire le point le soir, mais pas vraiment besoin de le noter. En revanche,
Si vous vous tirez les cartes pour des questionnements profonds, des choses qui sont attraits à votre développement personnel, qui pourront en gros vous aider sur le moyen à long terme, je crois véritablement que là, tenir un journal vous sera utile. Parce que vous allez poser vos idées, vos interprétations le jour J. Vous allez pouvoir vous y référer le lendemain, le surlendemain, mais vous pourrez vous y référer aussi peut-être 6 mois après, une fois que vous aurez passé le cap que vous avez besoin de passer et faire un point. Voilà. Vous dire, ah ben tiens, j'avais lu ça, écrit ça, donc est-ce que au final ça s'est avéré? Est-ce qu'au final, vous avez pu dépasser les obstacles qui étaient sur votre route? Voilà, c'est intéressant d'un point de vue vraiment de développement personnel. Et ça peut être aussi intéressant parce que quelques mois après, vous pourrez constater que, si votre pratique est évidemment régulière, vous pourrez constater que votre interprétation n'aurait pas été la même aujourd'hui, maintenant que vous relisez vos écrits d'il y a 6 mois. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage aussi qui peut être intéressant, voir vos progrès, tout simplement, à travers votre pratique. Pour poursuivre, pour vous améliorer grandement dans votre pratique de la divination, du tarot, vous pouvez essayer de vous procurer plusieurs livres sur le sujet et pas du même auteur de préférence. Vous pouvez voir les reviews sur internet, voilà, demander conseil. Mais ça m'a permis, personnellement, vraiment d'enrichir mon vocabulaire du tarot, mon symbolisme du tarot. Parce que toutes les cartomanciennes, tous les auteurs, toutes les autrices n'ont pas la même approche du tarot, d'ores et déjà. Ils ne vont pas avoir le même symbolisme, vont comprendre les cartes de cour, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs à leur manière propre, vont s'arrêter sur des détails, des petits dessins, des petits symboles présents sur les cartes que d'autres n'ont pas relevés. Le fait d'en parler aussi autour de vous et d'échanger avec des pratiquants différents, ça vous permettra aussi d'enrichir véritablement vos connaissances du tarot et du coup de pouvoir taper dans un éventail extrêmement large de significations pour enrichir et pour fluidifier vos lectures. Sans parler de votre propre dictionnaire, c'est-à-dire que ça peut être utile aussi pour vous, lorsque vous acquérez un nouveau jeu, de regarder vraiment chaque carte une par une et d'essayer de noter sur un journal ou juste comme ça dans votre tête ce qui diffère d'un autre jeu que vous avez et de voir ce que ça vous évoque. Sur la même carte, supposons le soleil, d'un jeu à l'autre, demandez-vous ce qui vous tape plus à l'œil sur tel jeu. Tiens, quel détail il y a sur cette carte-là qu'il n'y a pas sur cette carte-là. Faites un comparatif, ça vous permettra d'enrichir votre propre symbolisme sans vous fier aux autres. Si je prends la carte de l'ermite, sur ce jeu-là, elle ressemble à ça. Donc on a une sirène sur un phare avec des bateaux et on voit des poissons et on voit vraiment un globe, la surface de la Terre, j'imagine. On est dans des couleurs extrêmement bleues, on est sur un personnage féminin qui pêche. Voilà, ça c'est l'interprétation aussi de l'illustratrice. Moi, à travers cette illustration, qu'est-ce que ça m'évoque de l'ermite, en sachant ce que je sais du symbolisme usuel de l'ermite. Je prends cette carte-là, là, on a encore quelque chose de différent. On ne voit pas de personnage. En revanche, on voit vraiment beaucoup de lumière, avec plein de faisceaux qui vont dans tous les coins. Qu'est-ce que ça m'évoque à moi? Et ici, une carte encore plus simple, où on a simplement une fleur, avec un petit éclat comme une illumination, et 2 petites chandelles qui l'encadrent. Qu'est-ce que ça évoque? Si vous avez plusieurs jeux, ça peut être un exercice utile pour déjà fortifier vos connaissances et en plus développer votre intuition et votre propre dictionnaire des symboles.
Enfin, avant de passer à quelques exemples un peu plus concrets, je voulais parler du tarot pour le contact défunt, parce que moi c'est quelque chose que j'utilise énormément, forcément étant médium. Dans ces cas-là, pour tout ce qui est contact défunt, mais aussi la communication avec les guides, j'ai trouvé que se fier uniquement aux symboles présents sur les cartes est plus efficace pour comprendre cette communication-là. C'est extrêmement rare que les défunts se soient servis de la signification usuelle des tarots pour communiquer avec moi. À chaque fois que j'ai un contact défunt et que j'utilise le tarot, et pas mon oracle habituel Memento Mori, à chaque fois, les défunts attirent mon attention sur un détail, un dessin, un symbole particulier de la carte. Je crois qu'ils se fichent complètement de la signification du tarot. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à garder de la signification courante du tarot, mais il faut vraiment garder en tête que le subtil communique avec nous dans l'inconscient collectif, comme disait Jung, et l'inconscient collectif n'est fait que de symboles. À partir de là, on peut facilement comprendre que même s'il y a un égrégore, donc une énergie liée à chaque carte, à chaque arcane, il est plus facile pour les défunts, pour les esprits, quels qu'ils soient, de communiquer avec le symbolisme plutôt qu'avec l'interprétation lambda de la carte de tarot. Donc ça, c'est vraiment à garder en tête. Sachant que ce symbolisme peut être un symbolisme collectif, donc un sens interdit, je suis presque sûre que dans tous les pays, on sait ce que ça veut dire. En revanche, d'une culture à une autre, il y a des choses qui diffèrent. Par exemple, en Asie, le rouge, c'est le symbole du bonheur, de la chance, de la providence, voilà, de bonnes choses. Les mariés portent du rouge au Vietnam. En revanche, cette même couleur est vue totalement différemment en Europe et même dans différents pays d'Europe. Donc c'est important de garder ça en tête. Par exemple, si vous aviez un contact défunt avec un Asiatique et qu'il vous envoyait plein de choses rouges, qu'il attirait toujours votre attention sur le rouge, il est probable qu'il essaie de vous communiquer la bonne fortune, la chance, le mariage, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir accès à un dictionnaire universel des symboles, mais c'est des petites choses par contre que votre consultant, par exemple, pourrait vous dire. C'est-à-dire que vous lisez les cartes et soudainement, vous dites à votre consultant ou votre consultante, c'est bizarre, je vois du rouge, énormément de rouge, je comprends pas. Et là, c'est votre consultant, si c'est moi, je vais vous dire, vous savez, le rouge, dans ma culture, ça correspond à ça. Et là, soudainement, le puzzle va se mettre en place, vous allez comprendre ce que vous êtes en train de lire. Il y a aussi vos symboles personnels. Si vous parlez à vos défunts, si vous parlez à vos guides, il est fort possible qu'ils utilisent votre symbolisme personnel, qu'ils connaissent. Ils savent exactement que si ils vous mettent ça ou ça sous les yeux, vous allez comprendre et vous allez bien le comprendre. Donc, ce symbolisme-là, qui vous est personnel, il peut rester utile même pour des lectures que vous faites aux autres. Parce que je crois que nos lectures, les interprétations qu'on a, elles sont guidées par notre connaissance, qui est liée à notre ego, à notre mental, mais également parce que il nous est soufflé par une guidance supérieure, notre soi supérieur, nos guides, peu importe en quoi vous croyez. Là, c'est pas la question. Mais dans tous les cas, ça parle un langage que vous connaissez. S'il y a effectivement un entremetteur, un médiateur entre vous et votre consultant, donc vos guides, les guides de votre consultant, ils vont se mettre d'accord sur le fait que tel symbole, vous allez le comprendre, pour vous permettre de délivrer un message juste à la personne qui vous consulte. Donc c'est valable pour vos lectures personnelles, mais ça peut être aussi valable pour les lectures aux autres. Nous voilà donc devant ma table de travail pour que je vous donne un petit exemple de tirage que j'aime beaucoup. Peu importe la situation, ce tirage peut vous donner de bons conseils pour la dénouer. La première question à poser, c'est quel état d'esprit adopter. Donc, vous avez la carte de la tour.
Ensuite, quelle attitude adopter vis-à-vis de cette situation? La carte de la tempérance. On continue. Quelle attitude ne surtout pas adopter? L'as de pentacle. Les choses sur lesquelles je n'ai pas de prise. Le 7 de bâton. Là où les informations dont je n'ai pas connaissance. Le 5 d'épée. Ce que je peux apprendre et développer à travers cette situation. La justice. Et enfin, un conseil de mes guides pour surfer sur cette situation à mon avantage. Le 6 de pentacle. Donc si je range un tant soit peu mon tirage, évidemment, on reprend. Quel état d'esprit adopter selon la situation? On a la tour. Donc là, on pourrait se dire qu'il faut accepter le fait que tout soit démoli, tout soit remis à zéro, qu'il faut laisser tomber, repartir sur de nouvelles bases. Ça, c'est l'état d'esprit à adopter. Quelle est l'attitude à adopter? On a la tempérance. Donc la tempérance, surtout quand on voit la tour, on se dit « Ok, ça va être compliqué, c'est un mauvais moment à passer. » Donc là, on me dit « On va essayer de garder son calme, de peser le pour et le contre, d'avoir des réactions mesurées et peut-être aussi, parce que la carte de la tempérance est aussi la carte de la guérison, essayer de prendre le temps de guérir, soit à travers, soit après la tour, quelque part. Donc, quel état d'esprit ne surtout pas adopter? On a le 7 de bâton. Alors, contrairement au Rider-Waite-Smith, la carte n'est pas hyper détaillée. Là, on est vraiment entre le Rider-Waite-Smith et le tarot de Marseille. Donc, cette carte, dans cette lecture, va correspondre au fait qu'il ne faut surtout pas rester sur ses positions, rester buté, se dire que non, c'est non, et c'est comme ci, c'est comme ça. Et en gros, il va falloir faire preuve de souplesse, comme l'indique la tempérance. Donc là, c'est vraiment l'attitude à ne pas adopter. Camper sur ses positions, rester borné. Là, j'ai un doute, je crois que j'ai cafouillé un peu dans l'ordre, mais bon, c'est pas vraiment important. Là, je veux vraiment vous montrer comment on peut actionner les cartes, comment on peut essayer d'avoir une lecture plus fluide et plus intuitive. Donc là, évidemment, je me base sur les significations usuelles des cartes, mais vous allez voir au fur et à mesure que je vais m'attarder sur des détails qui me sautent déjà aux yeux. Donc je poursuis. Les choses sur lesquelles je n'ai pas de prise. L'as de pentacle, ça veut dire les bonnes nouvelles financières, les bonnes nouvelles au niveau du foyer, ce qui se passe en fait au niveau des énergies, sur le plan matériel. Ça, j'ai pas de prise, puisqu'on est dans les énergies de la tour actuellement, dans l'état d'esprit, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. On doit accepter ça. On doit accepter faire table rase. Donc on doit également accepter que on n'a pas de vision sur l'avenir, sur les graines qu'on veut planter, sur les projets qu'on veut mettre en place. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Là où les informations dont je n'ai pas connaissance, 5 d'épée, les conflits, probablement que si on en est arrivé à la tour, à cette position de la tour, c'est probablement qu'il y a eu des conflits, des désaccords dont on n'a pas connaissance, dont on n'a pas conscience, qui ont poussé à cette situation. Peu importe quelle situation c'est. Après, on interprète selon notre propre expérience, notre propre vécu. Ce que je peux apprendre et développer à travers cette situation. On a la justice, le sens de la justice. On a la balance. Mon attention est vraiment attirée par la balance. Alors, la balance est presque sur toutes les cartes de la justice, effectivement, mais il y a un rappel avec la tempérance, avec l'équilibre de la tempérance. Donc, si là, mon intuition me dit « regarde la balance », ça ne veut pas dire que la justice doit être mise complètement à l'écart, mais ça veut dire que dans la justice, il y a encore cette notion d'équilibrage. Peut-être qu'au final, cette situation doit m'aider, doit me conduire, doit m'apprendre à être quelqu'un de plus mesuré, par exemple, de moins soupolé. Si on prend encore en compte le 7 de bâton, d'être moins buté, moins borné, plus souple. La justice, voilà, elle brandit là son épée, elle peut symboliser là cette façon qu'on a de monter au créneau tout de suite, toujours en référence avec le 7 de bâton, de crier toujours au loup, et à la fois elle a cette balance entre les mains qui indique, et là c'est mon interprétation intuitive comparée à toutes les cartes qu'on a sorties déjà,
cette balance qui lui dit « Oh, tempère tes ardeurs, ma grande ». Voilà, donc on en est là. Le conseil des guides, le 6 de Pentacle. On était là, sur l'As de Pentacle tout à l'heure, sur ce sur quoi on n'a pas de prise. Et là, on a le 6 de Pentacle. Ce qui peut nous indiquer que nos guides nous disent « Ok, là, il est temps de faire le point, de rééquilibrer un peu ceci, cela. » Le 6, on est encore sur une notion d'équilibre. Avec la tempérance, avec la balance de la justice, on est encore sur le sens de l'équilibre. Mais là, l'équilibre concret, matériel, qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien pour gérer, en fait, pour gérer cette situation de la tour? On remet les choses en ordre, on paye bien nos factures, voilà, peu importe ce qu'on a à faire, on remet les choses carrées, d'équerre, équilibrées. Encore une fois, c'est ma propre interprétation, mais comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé le sens des cartes qui est universel, connu. J'ai également fait jouer mon intuition pour lier les cartes entre elles, pour qu'elles me racontent vraiment une histoire, que j'utilise les corrélations entre les cartes afin de pouvoir bien comprendre le message que les cartes essayent de me donner. Je voudrais également vous montrer une interprétation qu'on peut faire avec le tarot si on est dans un contact défunt. Supposons qu'on tire cette carte, l'As de bâton. On est dans une énergie traditionnellement de nouveauté, de bonnes nouvelles, de positivité. On est avec le bâton dans la création, dans le faire. Ok, mais si on est en train de demander au défunt « Qui êtes-vous » on pourrait considérer que cette carte représente un entrepreneur. Pourquoi pas? Cette personne a peut-être été un entrepreneur, un artisan, quelqu'un qui entreprenait, puisque le bâton est dans cette force-là. On pourrait aussi tout bonnement se dire, et là après c'est une question d'intuition, ça dépendra ce qu'on ressent aussi durant la lecture en présence du défunt, mais peut-être que cette personne a mis l'accent sur l'As de bâton, non pas pour parler de commencement, mais parce que là, on voit bien le bois, il est mis en valeur. Ça veut dire peut-être que cette personne était ébéniste. Je prends un autre exemple. On tire le hiérophante, toujours pour essayer de savoir qui est la personne, qui est l'esprit à qui on a affaire. On pourrait se dire que c'était un enseignant. Si on se réfère à la carte, à la signification traditionnelle du hiérophante. Mais notre attention peut être attirée par la fourche. Et dans ce cas, on pourrait se dire que la personne était agriculteur. Si, par la même occasion, avec un autre défunt, on tire cette carte-là dans une position où on a demandé pourquoi cet esprit se présente là aujourd'hui, cet esprit pourrait tout à fait dire « pour te mettre un stop ». Je ne sais pas si vous voyez là la main qui est levée comme ça, voilà, pour te mettre un stop, pour t'arrêter dans ce que tu es en train de faire. Ça peut aussi traditionnellement dire « je suis là pour venir t'enseigner quelque chose ». Ça peut aussi dire, dans le pire des cas, « je suis là pour te menacer ». Cela dépendra vraiment de ce sur quoi votre attention est attirée. Ça dépend de vos ressentis et vous pourrez toujours demander une confirmation au pendule si vous l'utilisez ou simplement essayer vraiment de vous fier à votre intuition, votre âme qui saura vous dire si vous êtes sur la bonne voie, si vous avez interprété justement la carte ou non. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi qu'à travers ces quelques conseils, vous aurez glané quelques informations pertinentes et utiles pour votre pratique. Mon idée n'était pas de faire une vidéo pour vous apprendre le tarot véritablement. Je pense qu'il y a aussi pas mal de contenu, pas mal de vidéos et de livres sur le sujet. Mon idée était vraiment, d'une part, d'essayer peut-être de vous libérer de certains blocages que vous aviez concernant la fluidité de vos lectures, vous déculpabiliser aussi en ce qui concerne le mystique ou non de votre pratique, et peut-être vous donner quelques pistes si vous commencez à lire pour les autres ou si vous bloquez peut-être pour vos lectures personnelles. Et également, comme vous avez pu le voir, pour tout ce qui est contact défunt, contact médiumnique.
Quoi qu'il en soit, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et en attendant, soyez sages.